On va commencer donc le programme plus en détail en accueillant André Ferragne qui va nous rejoindre, qui est secrétaire général pour le contrôleur général des lieux de privation de liberté et qui va vous présenter une conférence qui va nous permettre d'introduire largement le sujet, puisque vous allez nous présenter, Monsieur Ferragne, en quelque sorte un état des lieux de l'accès aux soins aujourd'hui en prison. On vous laisse pour la présentation et on vous retrouve pour un échange ensuite. Très bien, merci. Bonjour à tous. Donc, comme ça vient de vous être dit, je suis le secrétaire général du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Je vais vous présenter dans quelques instants cette institution de manière plus précise. Mais avant de commencer, j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Alors, juste avec quelques questions simples, si vous voulez bien lever la main pour que je vois à peu près qui devant moi. Quels sont parmi, est-ce qu'il y a parmi vous des soignants qui sont en prison, c'est-à-dire en SMPR ou en US. Ah oui, d'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a parmi vous des soignants du milieu hospitalier, mais pas en prison? D'accord. Ok, merci. Donc ça me donne une idée très précise, plus précise en tout cas, de ceux à qui je m'adresse. Donc vous connaissez bien le sujet dont je vais parler. Je vais d'abord vous présenter ce que c'est que le contrôleur général des lieux de privation de liberté, son institution d'abord, mais surtout sa doctrine sur la notion de droits fondamentaux, et singulièrement en ce qu'elle s'applique aux détenus. Et puis ensuite, on parlera de la question du droit d'accès aux soins des personnes privées de liberté et donc des détenus. Donc, le contrôleur général des lieux de privation de liberté est une autorité administrative indépendante, c'est-à-dire que nous sommes à la fois une institution, donc une institution de l'État, financée par l'État, mandatée par l'État, avec une contrôleur général qui est nommé par l'État, par le gouvernement après avis du Parlement. Et cette institution est inscrite dans un réseau international qu'on appelle celui des mécanismes nationaux de prévention, à la suite d'un traité ratifié par la France en 2007. Et donc nous avons été créés en 2007 pour justement satisfaire les exigences de ce traité international qui s'appelle le protocole facultatif pour l'abolition, le protocole facultatif de prévention de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants. C'est un protocole qui est annexé au traité des Nations Unies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons un droit de regard indépendant sur l'ensemble des lieux dans lesquels des personnes sont enfermées, que ce droit de regard nous est indépendant et nous permet de traduire de manière publique ce que nous observons, et non seulement de le traduire de manière publique, mais en plus, s'il le faut, de le porter dans le débat international. Donc, la mission de prévention du CJLPL, c'est de contrôler le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, de contrôler les modalités d'éloignement des étrangers dans l'ensemble des situations dans lesquelles des étrangers des personnes françaises ou étrangères sont enfermées par les autorités françaises. La loi prévoit des dispositions qui protègent notre institution. Je vous l'ai dit, il y a une procédure de nomination très stricte du contrôleur général qui est nommé par le gouvernement avec l'accord du Parlement et pour un mandat de 6 ans qui ne peut être ni renouvelé ni interrompu. Et puis, il y a une autonomie dans la gestion des moyens, une autonomie complète de l'institution, ou plutôt de la contrôleur générale pour le recrutement de ses collaborateurs, et également la question très importante de la relation directe entre nous-mêmes et les institutions internationales. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est une situation très originale qui nous permet notamment de présenter aux Nations Unies ou au Conseil de l'Europe des rapports qui sont opposés aux rapports du gouvernement français. Ce que nous faisons abondamment. Et dans plusieurs instances qui sont pour
Pour les prisons et la rétention administrative, c'est le comité de prévention de la torture. Pour les enfants, c'est le comité international, le comité des Nations Unies pour les droits de l'enfant. Et pour les établissements de santé mentale, c'est le comité des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées. Puisque la maladie mentale, ce que nous appelons en France la maladie mentale, n'est pas considérée comme une maladie, ni comme une maladie ni mentale par les règles internationales, mais comme un handicap psychosocial, ce qui entraîne évidemment des conséquences très différentes. Alors, quels sont les lieux que nous visitons ? D'abord, nous visitons évidemment tous les établissements pénitentiaires, même de semi-liberté, puisque même en semi-liberté, il y a quand même une dimension d'enfermement essentielle. Nous visitons un certain nombre d'établissements de santé. D'abord, les établissements de santé mentale habilités à recevoir des patients en soins sans consentement. Situation qui est une situation originale parce que ça nous amène à visiter, de la même manière d'ailleurs, des établissements publics, des établissements associatifs et même des établissements privés à but lucratif. Puisqu'il y a en France, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 6, mais il y a des cliniques psychiatriques appartenant à des groupes, à des sociétés. Il y en a même une qui appartient à une société locale en Corse et qui sont habilités à recevoir des patients en soins sans consentement. Nous visitons également tout ce qui est relatif à la santé des détenus, ça c'est toutes des choses que vous connaissez, les chambres sécurisées, les UHSI, les UHSA, donc tout ça c'est des établissements hospitaliers, hein, c'est pas des établissements pénitentiaires. Nous visitons les locaux de garde à vue et de rétention, ça il y en a beaucoup. Rétention, ce qu'on appelle rétention dans ce sens-là, c'est la rétention douanière, c'est un truc très très peu connu, très marginal, globalement plutôt confortable, c'est pas un local à fort enjeu. Et puis nous visitons les centres et locaux de rétention administrative et les zones d'attente. Alors ça, ce sont des locaux à fort enjeu, puisqu'il y passe beaucoup de monde. La durée de séjour est longue. Autant la rétention douanière, c'est 12 heures maximum. Autant la rétention administrative, c'est 90 jours. Ça peut être beaucoup de monde. Et les zones d'attente, qui sont des endroits parfois réels, parfois virtuels. Hein. Quelquefois, une zone d'attente, c'est juste 2 ou 3 chambres réservées dans un hôtel voisin de l'aéroport, ce qui doit être le cas à Nantes notamment. En revanche, dans certains endroits, par exemple Roissy, la zone d'attente, ou Orly, c'est un véritable bâtiment avec des forces de police et un régime d'enfermement. Nous visitons les centres éducatifs fermés, qui sont une 50aine. Ce sont des endroits qui relèvent de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, comme leur nom l'indique, ce sont des endroits qui sont des centres éducatifs. C'est pas des lieux d'enfermement en soi, mais enfin, ils sont fermés. Et le placement dans ces centres est... alors, quand on dit qu'ils sont fermés, ils sont très inégalement fermés. Il y en a qui ont des portails, des barbelés, des concertinas. Puis il y en a d'autres qui sont un peu fermés comme ça. Mais en tout cas, pour nous, ils sont fermés dans le sens où la fugue est sanctionnée. Et donc, il y en a une 50aine qui sont des lieux dans lesquels les enfants sont placés pour une raison pénale ou une autre. Ce que j'appelle une raison pénale ou une autre, c'est soit une sanction, soit une mesure préparatoire au jugement, donc une forme de détention provisoire, même si c'est pas de la détention, et donc c'est des tout petits endroits avec qui sont assez désespérants. Il y a deux catégories de centres. Il y a des centres pour 13-16 ans qui sont vraiment les endroits les plus désolants parce que les enfants qu'on trouve dans ces centres de 13-16 ans sont plutôt en réalité des enfants qui auraient leur place en pédopsychiatrie, mais comme vous le savez probablement, la pédopsychiatrie est une activité absolument sinistrée. Et donc, voilà, on a des gamins qui sont en échec, non pas scolaire, mais en échec tout court, quoi, en échec quel que soit l'angle sous lequel on les regarde. Et puis, nous contrôlons les véhicules qui transportent des personnes privées de liberté. Ça, c'est un peu accessoire. Alors, notre mission, c'est de contrôler, je vous l'ai dit, le respect des droits fondamentaux. Et donc, si la loi
nous a permis, avec une assez grande facilité, de définir ce que sont les lieux de privation de liberté, c'est-à-dire de faire la liste, de dresser, quand nous avons été institués, la liste que je vous ai présentée et qui n'a pas changé depuis. En revanche, la loi ne donne aucune indication, ni directe, ni vraiment indirecte, de ce que sont les droits fondamentaux. Il n'y a pas de liste, et il n'y a même pas de définition. Il y a une définition des droits de l'homme, il y a une définition des droits des détenus dans la loi pénitentiaire, il y a des tas de définitions, mais la notion de droits fondamentaux, c'est à la fois moins que ça. On n'est pas toujours dans des notions de portée constitutionnelle comme les droits de l'homme. C'est parfois plus que ça aussi. On n'est pas toujours non plus dans les droits des détenus. Il y a des choses qui après sont définies par arrêté, qui relèvent un peu de la pratique, de la coutume. Beaucoup relèvent de la loi. Donc c'est quelque chose d'autre. Alors évidemment, on peut se raccrocher pour les définir à un certain nombre de notions. Et donc, il y a d'abord, en plus, cette autre question qui n'est pas dans la loi, mais que nous avons tout de suite identifiée, qui est la question de la dignité. Est-ce que la dignité, existe-t-il un droit à la dignité ou n'existe-t-il pas de droit à la dignité? C'est une question qui nous a beaucoup agité, ça, jusqu'à ce que nous la tranchions une bonne fois pour toutes. Mais ça nous a beaucoup agité parce que on a envie de dire comme ça qu'il y a un droit à la dignité. Ça pose deux problèmes. Le premier, c'est que s'il y a un droit à la dignité, ce droit est défini par quelqu'un ou par quelque chose. Et donc, ce qui définit et qui fonde ce droit peut aussi le limiter. Et on voit bien que là, le raisonnement se trouve un petit peu en échec. Parce que, dans un passé finalement pas si lointain, on a fait des lois pour dire que les Juifs n'étaient pas vraiment des êtres humains. Ça paraît bizarre, vu d'ici. Pourtant, ça s'est fait. Dans un État qui est celui où l'on a inventé la notion d'État de droit. Avant, à une autre époque. Mais en tout cas, cette idée que le législateur pourrait un jour, sur la base d'un droit à la dignité, dire que ce droit n'existe pas, ou n'existe pas pour tout le monde, ou qu'il y a des exceptions, ou que c'est pas aussi clair qu'on croit. Donc c'est quelque chose qui est à la fois dangereux. Et puis, même si nous pensons et nous disons toujours que on ne donne jamais à une personne enfermée le choix entre deux droits fondamentaux. Mais quand même, dans les faits, on l'a. Vous allez avoir, par exemple, vous aurez, quand je vais vous dire ça, des exemples en tête, des situations dans lesquelles des détenus peuvent avoir à choisir entre l'accès aux soins et le respect de leurs liens familiaux. Dans lesquels ils peuvent avoir à choisir, ça c'est encore plus fréquent, entre le droit d'avoir une activité salariée, donc des revenus, et celui d'aller au parloir, ou celui de voir leur famille, ou celui parfois d'aller même à l'US. Et donc, dès lors qu'on entre dans une notion de « il y a un droit à », on entre dans l'idée que ce droit peut s'opposer à un autre droit. Et ça, pour la dignité, ça marche pas. Donc, on a fait appel à une prof de droit, pas n'importe qui, puisque c'était Christine Lazerge, qui était à la fois ancienne présidente de l'Assemblée nationale, et vice-présidente de l'Assemblée nationale, et surtout présidente de la Commission consultative des droits de l'homme, qui nous a sorti d'affaire avec cette notion de la dignité et les droits. Alors, d'abord, cette notion, c'est pas nous qui l'avons inventée, ni elle. C'est une notion qui est écrite dans un texte. Il a fallu qu'elle nous le rappelle, parce que des textes de cette nature, il y en a quand même beaucoup qui s'appliquent. Ce texte, c'est le préambule de je vous ai mis lequel, c'est le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui parle de la reconnaissance de la dignité humaine
Donc en 1945, on voit bien le contexte. C'est au moment du procès. Enfin, c'est à peu près tout ça est contemporain, à peu près du procès de Nuremberg. Et on parle par ailleurs de droits qui sont égaux et inaliénables, et que la déclaration définit. Mais vous voyez bien que dès lors qu'on dit les droits sont égaux et inaliénables, et puis qu'après il y a un texte qui en donne la liste, déjà on met un doigt, certes modestement, mais le doigt dans l'engrenage d'une définition, d'une limitation, donc d'une autorité, donc d'un choix. Donc on est resté sur cette idée qu'il y a la dignité et les droits. Alors qu'est-ce que c'est que la dignité ? Ça on a arrêté, là, on a couché les pouces, on a dit on va pas faire ça. Donc on dit la dignité, ça existe. Ça existe et on va pas se poser la question. En revanche, la question qu'on se pose pas non plus parce que c'est là pour le coup une évidence, tout simplement une évidence humaine, c'est celle des atteintes à la dignité. Il va de soi que personne d'entre vous, ni moi, n'est capable de dire ce que c'est que la dignité. En revanche, nous n'avons pas besoin d'avoir fait de longues études pour voir ce qu'est une atteinte à la dignité du premier coup d'œil. Alors, certes, le regard peut être un peu biaisé, notamment par l'habitude. Je vais vous citer un exemple. On a envoyé récemment une mission avec 2 contrôleurs. Et il y en avait un qu'on pourrait qualifier d'ancien, capé, professionnel de la profession, on va dire, de sa profession d'origine. Mais donc un type très expérimenté, une 50aine d'années. Et il y en avait un qui venait d'arriver, qui était un jeune, un peu fou, un peu bizarre, qui n'est pas resté d'ailleurs, mais peu importe. Et donc ils sont allés tous les deux dans un commissariat de police. Et ils ont vu un mineur, je ne sais pas de quel âge, ça devait être un gamin de 16-17 ans, qui dormait par terre dans une geôle sur un sol souillé. Souillé avec des détritus, c'était pas un cloaque boueux sur 10 cm, mais enfin il y avait des détritus, probablement des résidus alimentaires, des emballages, des choses comme ça, qui étaient par terre, et un gamin qui était couché là. Eh bien, l'ancien l'a vu évidemment. Et puis, il, spontanément, comme ça, après, en reparlant, il a vu le problème, mais spontanément, comme ça, il est passé. Alors que le jeune a vu le problème tout de suite. De la même manière, un jour, il y avait 2 anciens, un directeur de prison, très expérimenté, qui avait visité dans sa vie des dizaines de prisons, et un général de gendarmerie qui venait de partir à la retraite, qui était comme contrôleur extérieur chez nous. Et ils étaient tous les deux dans une cellule de prison. De ces cellules, il y en a dans l'Ouest. Je sais pas d'où vous venez, mais s'il y en a parmi vous qui viennent de la Manche, il y en a notamment à Coutances, des trucs comme ça, à Coutances, à Cherbourg, peut-être à Saint-Brieuc aussi. Des espèces de dortoirs de 4-5 chambres, 4-5 lits. Et donc, il voit le truc, on regarde. Et puis en sortant, le général dit « Mais il n'y a pas autant de chaises que de détenus. » Le directeur de prison ne l'avait pas vu. Il n'y avait pas non plus autant d'armoires que de détenus. Et ça, vous voyez bien, ne pas avoir une chaise pour s'asseoir quand on veut se mettre à table, ne pas avoir... C'est quelque chose qu'on demande de tout simple, ça. Quand il y a une cellule collective, chacun doit avoir une chaise et une place à table. Donc on ne met pas 5 personnes avec une table de 4. Et avec 4 chaises. C'est bête, ça. Même dans la vie, vous et moi, on s'en fout. Ça nous est arrivé plusieurs fois, à vous, à moi, de travailler dans un bureau où il n'y avait pas autant de bureaux que de gens qui se le partageaient. On tourne, on n'est jamais tous là en même temps. Enfin, je veux dire, on a tous connu ça. Et on s'en fout. Parce que nous, on va, on vient, on peut sortir, on peut aller et venir. Si on n'est pas content, on va à la bibliothèque. On va prendre un café. Un détenu, non. S'il n'est pas content, il reste là. 22 heures dans la journée. Et donc, on peut pas... voilà, c'est tout ça un exemple du caractère relatif de la notion de dignité. Donc, voilà cette question de la dignité sur laquelle on en est, pour le moment, resté là.
Alors après, on réagit aussi en juriste. Et en réagissant en juriste, on se dit, s'il y a des droits, raisonnement juridique de base, s'il y a des droits, il y a des sources. Quelles sont donc les sources du droit? Les sources du droit, on a identifié... Alors, si vous allez dans un cours de droit d'une fac de droit, on va vous dire les sources du droit, c'est la Constitution, la loi, les règlements, la jurisprudence, la coutume, la doctrine. Et la doctrine, ça c'est pour les profs de droit, pour se faire un peu brosser le revers. Et donc tout ça, c'est les sources du droit. Nous, on a emballé tout ça dans un concept unique qu'on appelle le droit positif. Alors, qu'est-ce que le droit positif ? C'est le droit qui s'applique, celui que vous trouvez dans les livres. Alors, dans la Constitution, dans la loi, dans les décrets, dans la jurisprudence, c'est pareil, c'est du droit positif. C'est-à-dire que si vous allez avec du droit positif devant un tribunal, le tribunal va appliquer le droit dont vous vous réclamez. C'est simple, ça marche tout seul, ou presque. Mais il n'y a pas que ça. Parce que dans la vie, le droit positif, surtout dans les prisons encore, du droit positif, il y en a à peu près partout. Mais dans un établissement de santé mentale, par exemple, il y a des tas d'endroits, des tas de sujets sur lesquels vous n'avez pas de droit positif. Il n'y a aucun texte qui vous dit comment est organisé un service de santé mentale. Un pôle de psychiatrie, vous n'avez aucun texte qui vous dit un pôle c'est ouvert à telle condition, fermé à telle condition. Non. Un pôle de psychiatrie, il est fermé quand on ferme la porte et il est ouvert le reste du temps. Et inversement. Vous n'avez pas un texte qui vous dit telle condition, condition A, condition B, condition C, paf, on ferme la porte. Et donc c'est comme ça que vous avez des endroits où vous avez des patients en soins sans consentement qui sont libres d'aller et venir dans l'hôpital. Ça existe. Et puis vous avez des endroits où vous avez des patients en soins libres qui sont enfermés dans un service. Ça existe aussi. Et vous avez tout près d'ici un établissement hospitalier de très très grande taille qui est le centre hospitalier, le CHS de Blain, au nord de Nantes, dans lequel on est passé en quelques années d'une situation à l'autre sans que le droit positif ne change rien. Il y a 10 ans à Blain, ou il y a même 6 ou 7 ans à Blain, tous les services étaient fermés. Aujourd'hui, je crois qu'ils en sont maintenant arrivés à tout ouvrir. Le droit n'a pas changé. On est resté dans le cadre du même droit. Donc le droit ne résout pas tout. Et quand le droit ne résout pas tout, il y a une source de droit qui est assez sympathique, qui a été identifiée dans un rapport de 2011 par le Conseil d'État, qui s'appelle le droit souple. Qu'est-ce que c'est le droit souple ? Ce sont des normes qui répondent à 3 critères. D'abord, ça se présente comme des normes. C'est-à-dire ça ressemble à une loi, un code. On dit il faut faire ça, il y a des règles, c'est articulé, c'est intelligible, ça s'applique. Enfin, c'est applicable en tout cas. La deuxième chose, c'est que ça émane d'une autorité qui existe. On n'est pas très regardant sur la nature de cette autorité. Ça peut être une autorité morale, ça peut être une autorité politique non normative, ça peut être autre chose que le Parlement, ça peut être le Conseil économique et social, ça peut être une autorité administrative indépendante, par exemple la Haute Autorité de Santé, par exemple la CNIL. Ça peut être un collège de professionnels, voilà. Et la troisième caractéristique du droit souple, c'est que ça vise explicitement à influencer le comportement des acteurs. C'est-à-dire qu'on doit dire, il faut faire ça, on conseille de faire ça. Mais c'est pas du droit positif, dans la mesure où si vous allez avec du droit souple devant un tribunal, le tribunal vous répondra, oui monsieur, c'est bien, mais c'est pas la loi. Et donc, vous ne triompherez pas. Et donc, du droit souple, pour les détenus, il en existe. Il y a un texte notamment qui est très important, qui s'appelle « Les règles Nelson Mandela », dont le titre complet est « Règles minimales des Nations Unies pour le traitement ou pour je sais plus quoi, les conditions des personnes, la condition des personnes détenues ». Alors, quand on parle de personnes détenues, c'est au sens des Nations Unies. Ça inclut ce qu'on appelle en France des détenus, plus la rétention, plus même quelque chose qui n'existe pas en France, qui est la prison civile.
Mais en tout cas, c'est l'ensemble de la détention. Et donc, on s'est dit, mais finalement, ça, c'est nous. Nous, on est une autorité administrative indépendante, une autorité incontestable, puisqu'on appartient à l'État. On nous demande d'adresser des directives au gouvernement et nous publions des choses qui ressemblent à des normes. Et donc, on s'est senti nous-mêmes investis de devenir, pour ce qui nous concerne, une troisième source de droit. Dernier point sur la question de droits fondamentaux. Les droits fondamentaux, ça ne peut pas être du papier. S'il ne suffit pas, très souvent, même pour les personnes qui sont en milieu libre, très souvent, les droits fondamentaux, c'est les droits, pardon, il suffit de les affirmer. Je prends un exemple avec lequel je reviendrai plus tard. L'autorité parentale. Si on dit les parents disposent de l'autorité parentale sur leurs enfants, si c'est vous, si c'est moi, on l'exerce, point. Alors après, il peut y avoir des situations de conflit très compliquées dans lesquelles il y a des conflits sur l'autorité parentale. Il faut aller voir un juge pour savoir qui a l'autorité parentale. On peut être défaillant, le juge peut se substituer, mais globalement, 99% de la population et même plus exerce l'autorité parentale sans rien demander à personne, de manière satisfaisante. C'est un sujet dont jamais personne ne parle. Imaginez la situation quand vous êtes détenu. Comment exercez-vous l'autorité parentale? Sur la base de quelles informations? Qui vous arrive comment? En rencontrant qui? En réagissant dans quel délai? L'autorité parentale, je veux dire, si vous devez faire opérer un gamin, c'est pas dans 3 semaines. C'est maintenant. Si vous êtes détenu, c'est déjà tout à fait un problème. Et donc, ce droit, pour qu'il soit vraiment un droit, et surtout, dès lors qu'il a été affirmé comme droit, doit être effectif, c'est-à-dire que les mesures doivent être prises par l'administration pour le mettre en œuvre. Alors après, évidemment, tout ça, c'est bien, c'est du raisonnement, mais ça ne fait pas des listes. Et pour faire du contrôle, il faut des listes, parce qu'on contrôle des trucs. On compare un truc à un autre. Et donc, on a essayé d'en faire une, quand même, de liste. Je vais vous la présenter en détail, mais là aussi, il faut se raccrocher à quelque chose. Alors, il y a un truc qui est simple. Dans les droits fondamentaux, il y a les droits universels. Ça, c'est sûr. Les droits universels, c'est des droits de tous qui sont définis par des textes applicables à une catégorie entière de l'humanité définie de manière abstraite. La première, évidemment, à laquelle on pense, c'est les droits de l'homme et du citoyen. Ou bien un texte encore plus clair, celui que je vous citais tout à l'heure, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Puis vous avez aussi des textes universels qui ne touchent pas tout le monde. Par exemple, les femmes, les mineurs. Ça, c'est des textes universels. Quand la charte, je ne sais plus comment s'appelle, le texte des Nations Unies qui définit les droits des mineurs, dit que les mineurs ont un droit prioritaire à l'éducation, c'est un droit universel. Il touche tous les mineurs, même enfermés. Donc, et quand on dit que les mineurs ont un droit spécial à la protection, là aussi, il touche tous les mineurs. Donc ça, c'est le droit universel. Pour les femmes, c'est pareil. Il y a un texte des Nations Unies spécial qui dit que toutes les femmes ont droit à un certain nombre de droits. Notamment l'égalité de revenus, l'égalité d'accès au travail, l'égalité d'accès au vote. Donc, ce sont des droits universels qui s'appliquent même en prison. La deuxième chose qui est fondamentale dans les droits, ce sont les droits qui sont liés à la mesure de privation de liberté. Je prends un exemple non pénitentiaire. Le Code de la santé publique vous donne les règles suivant lesquelles une personne peut être placée en soins sans consentement. Première condition, je vous le dis au passage, dans tous les régimes de soins sans consentement, la première des conditions pour placer quelqu'un en soins sans consentement, qui est une condition qu'on oublie toujours, c'est avoir besoin de soins. Et après, c'est avoir besoin de soins et se trouver dans telle situation. Mais
vous avez toutes ces règles, elles sont définies. Vous pouvez être placé en soins sans consentement si vous avez besoin de soins, et si vous refusez les traitements, et si vous provoquez des troubles à l'ordre public, et si ceci, et si cela. Et dans telle et telle condition, le régime qui s'applique est un régime d'autorisation parfaitement défini par la loi. Après, vous passez la porte de l'établissement psychiatrique, et une fois que c'est fait, alors là, vous êtes soumis à un régime de non-droit. Mais avant de passer la porte, et pour savoir si vous pouvez la passer dans l'autre sens, là, il y a des règles. Donc les règles, après, vous avez des règles sur les sorties, vous avez des règles sur la fin de mesure. Donc ça, c'est évidemment des droits fondamentaux. À la base de tous ces droits-là, il y a le droit de ne pas être enfermé, qui est quand même le premier des droits des personnes privées de liberté, c'est de cesser de l'être. Donc là, vous avez des droits dont nous contrôlons l'effectivité de manière stricte. Donc là, on fait du contrôle. On ne fait pas que ça, mais on fait aussi du contrôle de l'application de la loi. Et puis après, vous avez tous ces droits, comme l'autorité parentale dont je vous parlais, qui sont un peu indéfinis, impalpables, qui sont des droits qui sont fondamentaux que pour les personnes enfermées, qui sont en fait des droits qui, en soi, existent pour tout le monde, mais que, dans l'enfermement, on peut perdre. Le droit de vote, l'exercice de l'autorité parentale, les droits liés à la consommation, par exemple, le droit de réclamer à la suite d'un achat, d'obtenir une garantie de service après-vente, des choses comme ça. En prison, ça marche pas, ça. Hein. Si vous achetez un ordinateur en prison, il n'y a pas votre nom sur la facture. Il y a celui de la cantine. Donc après, pour obtenir une garantie, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, voilà les droits fondamentaux. Alors, sur la base de ce raisonnement, nous avons publié en 2020 un texte qui s'appelle, on a repris la structure du texte des Nations Unies, qui s'appelle les recommandations minimales du CGLPL pour le respect de la dignité et des droits des personnes privées de liberté. Alors, je ne vais pas vous donner ce texte en détail, je vous ai livré ici son plan sur 2 diapositives. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'on liste à peu près dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire du début à la fin de la mesure de privation de liberté. On a 257 règles réparties en 10 chapitres qui listent l'ensemble des droits des personnes privées de liberté. C'est pas un texte qui va dans le détail du lieu d'enfermement. C'est-à-dire que ce sont des normes qui s'appliquent de manière systématique à tous les lieux d'enfermement. Ce sont des principes qui découlent du principe même de l'enfermement. Et donc ces textes, je vous en conseille la lecture. Vous les trouverez sur notre site internet. Naturellement, c'est publié au Journal officiel. Vous donne la liste de l'ensemble des droits. Avec ça comprend. Vous voyez, ça comprend les mesures d'organisation des établissements, l'entrée dans les lieux de privation de liberté, la vie courante, les droits élémentaires de la vie quotidienne, l'accès aux soins, qui est un chapitre spécial dont je vous reparlerai, le droit au maintien des liens familiaux, l'exercice des droits civils, les droits civiques et sociaux, la protection contre les contraintes additionnelles, sujet extrêmement important. Contraintes additionnelles, il y en a partout. C'est l'isolement et la contention en psychiatrie. C'est l'isolement, le quartier disciplinaire, les fouilles, les menottes dans les prisons. C'est l'isolement en rétention administrative. C'est les fouilles un peu partout. Enfin, tout ça, des contraintes additionnelles, il y en a partout. Et il y a toujours un régime limitatif de contraintes. On part du principe, naturellement, je vous l'ai pas dit, mais ça va un peu de soi, en tout cas pour des juristes, que puisque en France la liberté est la règle, toute contrainte doit être regardée comme une exception à cette règle, donc faire l'objet d'une interprétation restrictive. Donc ça veut dire qu'en matière de contrainte, tout ce qui n'est pas expressément autorisé est interdit, et tout ce qui est autorisé ne l'est que très strictement dans les limites inscrites dans l'autorisation. Donc les contraintes additionnelles, et enfin le principal des droits, qui est le droit au retour dans la communauté, puisqu'il n'existe pas en France de peine perpétuelle. Toute peine de prison, même à perpétuité, doit pouvoir faire l'objet d'un réexamen. Alors, venons-en maintenant au cœur de notre sujet, l'accès aux soins. L'accès aux soins,
c'est un problème essentiel de tous les lieux d'enfermement. Beaucoup plus important dans les lieux d'enfermement que dans le reste de la population. Pourquoi ? C'est presque une tautologie de le dire, mais la santé des personnes privées de liberté est beaucoup plus dégradée que celle des autres, de manière considérable. Et cette santé particulière n'est pas vraiment connue. C'est-à-dire qu'il n'existe personne en France qui est capable de dresser un tableau statistique précis de l'état de santé des personnes enfermées. Ça va vous étonner, mais c'est vrai aussi pour les personnes enfermées dans des hôpitaux. Un établissement de santé mentale n'est pas le meilleur endroit pour avoir une indigestion. En principe, oui, mais quand même. Je veux dire, et après, pour avoir quelque chose de plus grave, ça reste un peu compliqué. Quand il y a eu le début de la crise Covid en 2020, les psychiatres avaient tous une trouille noire que les hôpitaux généraux surchargés disent, moi, les patients de psychiatrie, d'abord ils sont fous, et puis ensuite, de toute façon, ils sont déjà hospitalisés, donc qu'ils les gardent. Alors, ça s'est pas passé. On n'a pas eu, enfin, à ma connaissance, on n'a pas eu de situation de déni de soins. Mais enfin, pour les psychiatres, c'était une crainte. J'ai longuement discuté à l'époque avec le président de la conférence des présidents de CME, et il a fallu batailler localement quelquefois. Ça a toujours bien fini, mais ça n'a pas toujours très très bien commencé quand même. Les échanges ont parfois été un peu compliqués. Donc, on a une situation épidémiologique que personne ne connaît. Néanmoins, intuitivement, empiriquement, vous le savez tous, on a une morbidité spécifique à la prison. Vous avez des maladies qui sont plus fréquentes en prison qu'ailleurs, parce que vous avez des maladies importées, parce que vous avez une population qui, très souvent, avant d'être incarcérée, a eu un mode de vie qui l'éloignait durablement des soins, parce que c'est une population qui était soumise aux addictions, parce que c'est une population qui a été soumise à l'extérieur et parfois en prison à des épisodes de violence physique ou de violence psychique, et parce que c'est une population qui est plus que tout autre frappée par le risque suicidaire. Tout ça, de la part des soignants, apporte des exigences spécifiques et aussi des besoins particuliers. La prévention du suicide en particulier, le fait de faire systématiquement des dépistages à l'entrée. Je souligne tout de suite que le fait que la prison soit l'occasion pour la première fois de rencontrer un médecin ne fait pas de la prison un lieu de soins. Le raisonnement du juge qui disent vous allez aller en prison comme ça au moins vous serez soigné, non, ça va pas. Ça. Si on veut soigner les gens, on les emmène dans un hôpital. C'est parfois un peu compliqué de les en convaincre, mais il faut le faire parce que les envoyer en prison, c'est pas du tout une solution si c'est juste pour leur faire rencontrer le médecin, non. Pourtant, il y a des juges qui le pensent. Et puis après, s'ajoute à ça l'impact des conditions de détention. Les conditions de détention, vous les connaissez. Je discutais tout à l'heure avec l'une d'entre vous qui me parlait de la maison d'arrêt de Gradignan. La maison d'arrêt de Gradignan, aujourd'hui, c'est la tôle la plus surpeuplée de France. Elle est à 230%. Donc, vous voyez bien ce que ça veut dire. Ça fait 2,3 personnes pour une place. Ça veut dire, en gros, 4 ou plus dans une cellule de 2. Évidemment, une prison surpeuplée dans ces proportions, ça veut dire que vous ne faites absolument jamais de travaux. Vous ne pouvez pas repeindre une cellule parce que vous n'avez pas la place de vider une cellule pendant une semaine. Vous ne pouvez pas refaire les douches parce qu'avec un taux d'occupation comme ça, vous ne pouvez pas vous priver de douche. Donc, à part les travaux urgentissimes, le reste, ça attendra des jours meilleurs. Et comme les jours meilleurs voient la population croître de jour en jour, manifestement, c'est pas pour demain. Donc, vous avez ces conditions de promiscuité qui sont très difficiles, donc une hygiène souvent très difficile,
Vous avez la question du climat de la détention, avec les violences, avec la question du désœuvrement, puisque dans les maisons d'arrêt, encore à Nantes, vous n'êtes pas trop mal lotis, les maisons d'arrêt est pas si mal que ça, mais... Enfin, du moins, quand je l'ai visitée il y a quelques années, c'était en 2016, je crois, elle était pas si mal que ça, mais elle venait d'ouvrir. Mais si certains d'entre vous viennent de plus loin dans l'Ouest, en Vendée, il y a 2 maisons d'arrêt surpeuplées. Non, je suis plus en Vendée ou en Charente-Maritime. Enfin, entre Nantes et Bordeaux, là, dans l'Ouest, il y a 2 maisons d'arrêt de petite taille, mais très vieilles et très surpeuplées. Dans le Finistère, vous avez Brest qui est surpeuplé, Saint-Brieuc pareil. Après, vous avez oui, dans les deux tôles de la Manche là, qui sont des très très vieilles tôles qu'on garde parce que personne n'arrive à se mettre d'accord pour en construire une à Saint-Lô. Donc il y a ces deux vieilles maisons d'arrêt de centre-ville qui sont dégueulasses et surpeuplées. Enfin, donc vous avez ici de vraies situations. Et alors à Cherbourg et à Coutances, par exemple, il n'y a absolument pas de travail. Donc vous avez des situations compliquées à cause de ça. À ceci s'ajoute, puis alors en plus, oui, l'éloignement. Donc je sais pas, il y a des gens de Condé-sur-Sarthe ici? Personne? Donc, dans le genre éloignement, vous avez le record national qui est Condé-sur-Sarthe, où évidemment, Condé-sur-Sarthe, il n'y a pas de délinquance locale, hein. Et donc, Condé-sur-Sarthe, vous avez des gens qui viennent de toute la France, qui sont loin de tout, loin de leur famille, alors ils sont loin de la sortie aussi, donc ça limite un peu peut-être, mais quand même, ça crée des pathologies importantes. Et puis vous avez dans les maisons d'arrêt ce phénomène auquel personne ne pense jamais, qui est celui que j'appelle de la noria pénitentiaire. Il y a une maison d'arrêt à Seyss. Ils appellent ça la politique des portes tournantes. Vous avez dans une maison, alors que les peines de prison de 6 mois normalement s'exécutent en dehors de l'incarcération. Pourtant, à Seyss, la durée moyenne de détention est de 4 mois et demi. Parce qu'il y a de la détention provisoire, parce qu'il y a des très courtes peines, parce qu'il y a des incarcérations à l'audience, parce qu'il y a des délits liés aux droits des étrangers, des gens qui font l'aller-retour entre le centre de rétention administrative et la prison. Et donc vous avez ce système de noria pénitentiaire où ça passe, ça rentre, ça sort à longueur de temps. Gradignan, c'est ça aussi. Un jour, j'ai rencontré un lundi le directeur de la tôle. Il m'a dit, je suis passé à 234% vendredi soir, mais ils seront peut-être sortis quand on se quittera, parce que c'était des incarcérations provisoires avant de la comparution immédiate. Tout ça s'est passé le vendredi. Si ça se trouve, ils sont passés en compal lundi après-midi. Il y en a la moitié qui ont été libérés. Mais ça n'a pas empêché qu'on passe la prison de 230 à 234% pour le week-end, quoi. Juste histoire de faire passer un bon week-end aux détenus et aux surveillants que t'es là. Donc, vous voyez, il y a des trucs comme ça. Alors là, évidemment, en termes de soins, le temps que le médecin voit les mecs arriver, ils sont ressortis. Donc, c'est archi nul comme truc. En revanche, comme c'est nul en termes de soins, c'est pas nul en termes d'impact sur la santé. Parce que 4 jours de prison à Gradignan, ça vous marque durablement. Il y a la violence, éventuellement du racket. Il y a le choc carcéral qui existe en toute situation. Il y a l'humiliation. Il y a la saleté. Et donc tout ça, jamais vous n'aurez vu de médecin à Gradignan en 4 jours. En revanche, vos 4 jours de prison, c'est fait pour longtemps. Et puis, vous avez un cas particulier qui, là aussi, se trouve dans l'Ouest, mais un peu plus bas, qui est la question de la dépendance. Vous avez, dans les établissements pénitentiaires français, et notamment celui que je vous cite, qui est Bédénac, je ne sais plus si c'est dans la Gironde ou en Charente-Maritime, en tout cas un peu entre Bordeaux et Royan, vous avez Bédénac, dans lequel vous avez des détenus en situation de dépendance, c'est-à-dire pas tous âgés, mais en tout cas tous grabataires, qui, je m'aperçois que j'ai passé mon temps, tous grabataires, qui sont dans une situation d'abandon total. L'administration pénitentiaire a vraiment fait ce qu'elle a pu. Vraiment, mais sans médecin. Il y avait un médecin quand nous y sommes allés, c'était une femme, elle quittait, elle arrêtait, elle pouvait plus.
Il n'y a pas d'assistance venue du conseil général. Il n'y a pas d'aide de vie, d'hospitalisation à domicile. Tout ça pourquoi? Parce que les conseils généraux, d'abord, ont besoin de les conseils départementaux, pardon, ont besoin de leurs propres ressources. Et donc, si vous avez déjà vu comment se passe l'hospitalisation à domicile, ça va très vite. Vous avez une succession de gens qui arrivent, qui restent un quart d'heure. En prison, vous restez pas un quart d'heure. En prison, entre le moment où vous arrivez à la porte et le moment où vous arrivez à voir le détenu, il se passe 1 heure. Où on attend, on vérifie, on contrôle, on fouille, on vous achemine, puis la porte est bloquée, puis la grille est fermée, et puis on attend, et puis après pour ressortir, on bloque les mouvements, et puis on attend et on ressort, et puis pour faire un quart d'heure de soins, c'est 2 heures. Et donc, évidemment, les conseils départementaux peuvent pas se permettre de mettre des assistances de cette manière. Et donc, comme le régime des suspensions de peine pour raison médicale est à peu près grippé, je vous parle même pas des suspensions de peine pour raison médicale psychiatrique, mais de la raison médicale classique, somatique, type qui a un cancer, qui est grabataire, qui est entièrement dépendant, qui a Alzheimer, enfin voilà. Tout ça, évidemment, mais ça vous le savez mieux que moi, tout ça, c'est des choses qui arrivent dans la vie, mais en prison, ça arrive pareil, mais 20 ans avant. Donc, tout ça, eh bien, c'est toutes ces situations qui sont éligibles normalement au régime de la suspension de peine. En réalité, ça ne se produit pas. D'abord parce que ce n'est pas tout le monde. Il faut un SPIP pour penser à demander ça. Ensuite, il faut un médecin pour penser à demander ça. Donc un médecin qui le sait, qui est un peu affûté sur les questions juridiques, sur les questions de procédure. Et plus derrière, il faut un juge qui l'accepte. Sauf que pour que le juge l'accepte, il faut d'abord qu'il y ait des critères de juge qui sont un peu les leurs, quelquefois, et souvent variables, qui soient satisfaits. Ça, c'est déjà un problème, assez soluble parfois. Mais il y a un autre problème, c'est que le juge n'acceptera que s'il a un endroit où faire aller son détenu. Et ça, c'est une vraie difficulté, parce que dans le médico-social, on a du mal à admettre les détenus, des fois que les grabataires se mettraient à courser les infirmières. Et donc, on a vraiment des difficultés importantes à faire sortir les détenus qui, pourtant, mériteraient de sortir. Quand vous voyez que Patrick Henry, alors évidemment c'était Patrick Henry, a bénéficié d'une suspension de peine pour raison médicale, je crois, quelque chose comme 8 jours avant sa mort. Enfin, ça a été... Certes, il n'est pas mort en prison. Mais quand même, quoi, il était grabataire et peut-être même en situation de soins palliatifs quand il est sorti de prison. Alors évidemment, les contraintes, là aussi, vous les connaissez. Les contraintes, c'est d'abord la disponibilité de l'offre de soins. Il y a celle que vous assurez dans les prisons, mais il y a aussi la question des examens externes. Et les examens externes, ça veut dire escorte. Alors, là aussi, les examens externes avec escorte, on reste parfois dans la blague pénitentiaire. Il arrive que vous ayez des détenus qui, le dimanche soir, rentrent librement sur leurs 2 jambes de permission de sortie et auxquels on met entrave et menottes le mardi matin pour les emmener à l'hôpital. Alors ça, nous recommandons que ça ne se fasse pas et que toute personne qui est arrivée en prison de son plein gré, ne soit pas extraite avec une extraction de sécurité, mais bénéficie d'une permission de sortie pour aller à l'hôpital. Eh bien, ça ne marche pas aussi simplement que ça. Pourtant, c'est pas compliqué, sauf que c'est de la procédure, qu'il faut le juge, il faut une autorisation, il faut que ce soit programmé. Donc, c'est très compliqué. Il y a évidemment la question de l'accès aux spécialités en prison, dans des grandes villes, dans des établissements de très grande taille comme ici à Nantes. Je pense que vous devez arriver
quelquefois à faire venir quelques spécialistes, pas tous, mais quelquefois des spécialistes. Probablement avez-vous, je ne l'ai pas vérifié, hein, mais probablement avez-vous dans les établissements un siège dentaire, des appareils de radio, un équipement technique minimal. C'est pas le cas partout, pas le cas à Coutances. Hein. À Coutances, si vous voulez le dentiste, faut y aller. Donc ça c'est compliqué. Et puis alors vous avez des soins d'accompagnement, par exemple des soins de kiné, ça manque partout. Sauf dans l'ouest parisien, ça manque partout, donc beaucoup plus en prison qu'ailleurs. Pourquoi ? Tout simplement, même raison que tout à l'heure. Un kiné va pas aller en prison pour passer 2 heures pour voir un patient, alors que s'il reste chez lui, il en verra 4. Donc c'est aussi simple que ça. Et les patients qui voient chez lui ont droit aux soins aussi. Après, il y a la question de la confidentialité. La question de la confidentialité, c'est évidemment d'abord celle des dossiers, mais c'est aussi celle des consultations et des soins. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui sont en milieu hospitalier et qui reçoivent des détenus en consultation, en milieu hospitalier, hors prison ? Je suppose que oui. Quand vous voyez arriver un détenu menotté, entravé avec 2 surveillants pénitentiaires, spontanément, vous vous dites, ce type est dangereux, et puis ça doit être comme ça. Parce que les médecins ne savent pas que non, c'est pas comme ça. Que les détenus en prison ne sont pas forcément dangereux. En particulier pas avec un médecin. Ils peuvent être dangereux avec quelqu'un qui les contraint, avec quelqu'un qui représente l'ordre. Et encore, c'est rare, hein. Mais pas avec un médecin. Quand je dis c'est rare, je suppose que ça, beaucoup d'entre vous le savent, mais dans des tôles, même très surpeuplées, vous avez un surveillant pour plusieurs dizaines de détenus. Les tôles ne sont pas du tout tenues par la force. Vous avez à Fresnes, par exemple, un surveillant, c'est un étage. Et un étage, c'est 40 cellules où il y a parfois 3 détenus. Donc ça peut aller jusqu'à 120 détenus. Vous avez un surveillant. Et ça marche. Voilà. Donc les prisons ne sont pas tenues par la force. Il n'y a pas de raison que les cabinets médicaux soient tenus par la force. Et il n'y a vraiment pas de raison du tout. Mais les médecins doivent savoir qu'ils doivent faire respecter le secret médical, faire respecter la confidentialité des soins. Parce que cette confidentialité des soins, elle est mise à mal, y compris par bonne volonté. Vous voyez, le genre, le surveillant qui rentre de consultation et qui disent à qui veut l'entendre, « Ah ben, monsieur machin, il a été vachement courageux quand il a appris qu'il avait le sida. » C'est gentil, dans le fond, mais quand même. Ça arrive. Alors, je ne vous parle pas des trucs qu'on voit également dans les centres éducatifs fermés, par exemple. Vous avez dans le bureau des éducateurs, dans un centre éducatif fermé, j'ai vu ça une fois, c'était d'ailleurs riche d'enseignement, la liste des médications des gamins. Vous avez la liste des noms, puis matin, midi, soir, puis des croix en face des médocs. Et alors après, ça m'a fait rigoler cette liste parce que le directeur nous avait dit « Ah, ils sont sages la nuit, ils dorment bien. » Si vous aviez vu ce qu'ils avalent, heureusement qu'ils dorment bien. Parce que s'ils résistaient à ça, ce serait quand même une performance. Voilà. Et donc, il y a un truc où le secret médical est écrit dans la loi. En plus du secret médical, qui est écrit dans la loi, on dit « Et c'est surtout secret, les examens gynécologiques. » Et tout le monde le croit. Eh ben, c'est faux. C'est faux parce qu'un jour, c'était avec Adeline Hazan. Adeline Hazan était au Beaumet. Elle est allée dire à la directrice aux bonnes femmes. Et elle dit à la directrice, vous avez une détenue qui a accouché menottée, avec des surveillantes dans la pièce. Alors, les accouchements avec surveillantes dans la pièce, c'est pas si rare. Pour une autre raison, c'est parce que souvent, les détenus qui accouchent veulent pas être seuls. Et la surveillante qu'elles connaissent est une des rares personnes qui peut les accompagner. Mais quand une détenue veut accoucher en présence d'une surveillante, il n'y a pas de raison. Mais là, ce n'est pas le cas. Et donc, la directrice de la tôle, la main sur le cœur, a dit « Ah non, madame, c'est pas possible. » On pose la question à la chef de détention, la main sur le cœur, qui dit « Ah non, madame, c'est pas possible. » Puis on pose la question à la fin. Eh ben oui, ça s'était fait quand même. Parce que toute la hiérarchie avait dit que c'était pas possible,
mais localement, l'escorte n'avait pas voulu prendre le risque. Donc ça, il faut que vous le sachiez. Il peut y avoir des raisons exceptionnelles d'appliquer des mesures de sécurité exceptionnelles, mais ça ne peut pas être tous les jours. Ça doit être expliqué, ça doit être raisonné, ça doit être connu. Et ça, le médecin a le droit de demander cette explication. Alors évidemment, beaucoup aussi de médecins hésitent, d'abord parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des détenus, ils ont un peu peur, ne serait-ce qu'à cause de la mise en scène. Et puis aussi parce que les médecins ne connaissent pas bien la règle. Et donc, ils n'osent pas dire, n'osent pas s'affirmer. Et l'administration pénitentiaire, dans ces coups de temps-là, est assez stricte. Debout sur les pattes de derrière, on vous affirme des trucs qui sont des contre-vérités absolues, mais fort et clair, quoi. Voilà. Dernier point à veiller sur les questions d'accès aux soins, c'est les questions de continuité des soins. La continuité des soins, ça s'applique à 3 épisodes. Ça s'applique à l'entrée en prison, à la sortie et entre les deux. Quand un détenu change, quand un détenu a un problème le week-end, la loi pénitentiaire prévoit de manière explicite que l'accès des détenus aux urgences. Alors, je vous ai mis là des textes que je ne vais pas forcément vous commenter. D'abord parce que j'ai épuisé mon temps de parole, ensuite parce que ce serait un peu fastidieux. Mais je vous ai mis la liste de tous les textes qui fondent le principe d'égal accès aux droits, d'égal accès aux soins des détenus. Et sur la colonne de droite, vous avez la liste des droits qui figurent dans les recommandations minimales du CGLPL au titre de l'accès aux soins. Donc il y a la question de la sécurité sanitaire, celle de l'égalité d'accès, celle de la continuité des soins. Le principe que les soins doivent être organisés sous la responsabilité de l'administration, ce qui est une déclinaison du principe d'obligation de protection des personnes enfermées. La question de l'absence de discrimination liée aux conditions d'enfermement, c'est un peu le système que je vous disais tout à l'heure avec les patients d'hôpitaux psychiatriques éventuellement atteints par le Covid. La question de la compréhension, c'est-à-dire du recours à des interprètes. Il y a la question du respect du consentement. Là aussi, alors ça ne vous concerne pas, mais il y a un établissement pénitentiaire en France dans lequel on vit une espèce de monde à l'envers. L'administration pénitentiaire essaye de faire, revêtue de blouse blanche d'ailleurs, essaye de faire ce qu'elle peut pour soigner les gens qu'on lui a confiés, en prétendant, pour je ne sais quelle raison, qu'ils ne sont pas fous, alors que quand on regarde les dossiers, ils ont tous des parcours psychiatriques longs comme le bras. Et quand l'administration pénitentiaire n'arrive plus vraiment à prodiguer les soins qu'elle se sent dans l'obligation de donner, on appelle les psychiatres de l'hôpital voisin, ils mettent un gilet bleu et ils vont faire la discipline à coups de seringue. C'est Château-Thierry. Je ne sais pas si d'entre vous voit ce qu'est le centre pénitentiaire de Château-Thierry. C'est un établissement d'une centaine de places dans lequel on met des gens déclarés pas fous, parce qu'il y a une circulaire qui dit qu'on ne met pas de fous à Château-Thierry, parce qu'en plus c'est les UHSA pour ça. Et donc des gens déclarés pas fous qui ont des troubles du comportement, qui sont des gens qui sont dans des situations de pathologie souvent très très graves, et donc sur lesquels le principe du consentement aux soins est une véritable difficulté. Le fait d'être malade en prison ne doit pas non plus interrompre les droits qui sont liés à la situation de détenu. Ça, c'est l'inverse. Par exemple, quand on vous colle dans une UHSI, dans une UHSA ou dans une chambre sécurisée, les détenus conservent ces droits de détenus. Notamment le droit d'avoir des aménagements de peine, le droit d'avoir le téléphone auquel il a droit, le droit d'avoir les revenus auxquels il a droit, le droit d'avoir les visites auxquelles il a droit. Et ça, souvent, c'est un vrai problème. Le GLPL a notamment pointé ça dans les 2 unités hospitalières pour détenus de Rennes. Que ce soit l'UHSI et l'UHSA, il y a un vrai problème de suivi des aménagements de peine. Il y avait, quand on y est allé, un vrai problème dans ces 2 unités.
Après, ça ne concerne pas Si, le dernier point, la prise en charge par l'État si nécessaire, ça concerne notamment les lunettes et les prothèses dentaires, à une époque où elles n'étaient pas prises en charge comme elles le sont aujourd'hui. Ça, je vous laisse, c'est pas la peine, vous connaissez tous ça parfaitement. C'est le système d'organisation avec les unités sanitaires et SMPR, les extractions dans les hôpitaux de proximité et les établissements spécifiques, avec les problèmes d'accès aux UHSI, UHSA que vous connaissez, notamment Rennes où l'UHSA refuse les chroniques. Voilà. J'ai fini. Question. Voilà pour les questions. Merci André Ferragne. Voilà, on vous applaudit. On va aller vite parce qu'effectivement, le temps a un petit peu débordé. On va surtout essayer dans vos questions de ne pas trop aller trop loin dans des sujets sur lesquels on va revenir dans nos tables rondes, évidemment, notamment sur l'accès aux soins de manière générale. On a des professionnels de santé qui vont venir en débattre et témoigner pour nous, y compris sur la confidentialité, l'intimité, le secret. Mais une fois qu'on j'ai dit ça, ça ne vous empêche pas de poser quand même des questions à André Ferragne. Profitons de sa présence. Allez-y, puis je vais venir vous voir avec le micro. Qui se lance ? Bonjour monsieur, merci pour votre présentation. Thibaut, je suis psychologue à la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon. Surpeuplée. Oui. Petite, mais surpeuplée. Il paraît. Vous nous avez présenté tout à l'heure les lieux dans lesquels vous exerciez un regard sur les lieux de privation de liberté. Il y a certains mouvements religieux, notamment dans le mouvement catholique, qui ont des lieux de retraite spirituelle qui sont dans un cadre religieux, mais aussi qui représente finalement une sorte de lieu de privation de liberté. Quand il y a des procès canoniques suite à des comportements inadaptés, par exemple, qui ne vont pas être judiciarisés, mais qui vont faire l'objet d'un procès canonique et qui représentent une sorte de détention. Je suis désolé, je suis un peu dur d'oreille, j'entends très mal. C'est que je parle loin du micro, je pense. Je disais qu'il y a certaines fraternités religieuses, notamment, qui ont des lieux de retraite spirituelle et qui, dans le cadre de procès canoniques, parfois, quand il y a des comportements inadaptés de certains abbés, par exemple, qui vont représenter un lieu de détention, finalement. Enfin, c'est pas appelé comme ça, mais ça représente ça. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez un droit de regard ? Parce que ça représente également... Absolument pas. Absolument pas. D'abord, s'il existe des communautés religieuses qui possèdent des lieux d'enfermement, ça s'appelle des sectes et ça regarde une autre institution que la nôtre. Et c'est évidemment répréhensible. Nous n'avons pas de regard là-dessus puisque la loi est très précise sur le champ de nos attributions. Elle dit les lieux dans lesquels des personnes sont enfermées sur la base d'une décision administrative ou judiciaire. Donc notre droit de regard, c'est les décisions de l'État. Ce qui veut dire, et ça c'est un problème plus lourd que celui que vous évoquez, que nous n'avons pas de droit de regard, d'une part sur les EHPAD, d'autre part sur les services d'urgence hospitaliers classiques. Dans les urgences de l'hôpital de Nantes, où je suis passé en venant devant un hôtel-Dieu, j'imagine qu'il y a des urgences. Si vous allez dans ce service d'urgence, je pense que vous allez trouver des gens attachés sur des lits. Et pas des fous. Notamment, on attache aux urgences, par exemple, des personnes un peu âgées, un peu agitées, parce qu'on a peur qu'elles enlèvent une perfusion. Ou parce qu'on a peur qu'elles se blessent en tombant. Il n'y a aucune décision, aucune rien. On les attache parce qu'on les attache. Ils sont couchés, le mec est plus fort, donc il attache. Point. Mais on ne regarde pas, on n'a pas le droit. Et là, vous n'intervenez, vous n'êtes pas là Non. pour contrôler ce type Non. de lieu. Une autre question ? J'arrive. Oui, je suis aumônière catholique à la maison d'arrêt des hommes de Nantes. À la maison d'arrêt De Nantes, De Carquefou, si vous voulez. Sur ce que vous venez de dire, là, puisque j'ai été aussi directrice d'hôpital, et notamment d'EHPAD, il y a des recommandations donc de la Haute Autorité de Santé qui sont appliquées. Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous ne m'entendez pas ? Oui, donc j'ai été également directrice d'hôpital de profession. Et donc, il y a les recommandations de la HAS, notamment
pour les problèmes de contention que vous évoquez, et on demande le consentement au patient, et c'est tracé dans les dossiers. Donc parfois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous affirmez, parce que sur le terrain, il y a quand même des gens qui font correctement leur travail et qui appliquent quand même les normes, les réglementations, les recommandations. Donc c'est ce que je voulais quand même témoigner, parce qu'il ne faudrait pas que l'Assemblée pense que tout fonctionne comme ça. Allez, retournez peut-être sur votre micro, Monsieur Ferragne. C'est parce que je ne prête pas trop le mien. Le sujet est trop grave pour que je vous réponde par une boutade. Mais la phrase à laquelle j'ai pensé en vous entendant, c'est « il y a de la pomme ». Mais il n'y a pas que ça. Et je vous parle de ça parce que nous avions avant-hier dans nos bureaux au CGLPL un chef de service dans des il n'est pas chef de service, il n'est plus chef de service, il était dans des hôpitaux aux urgences, et une jeune thésarde, une étudiante en médecine qui est en train de faire sa thèse, justement, qui venait nous parler justement de cette question de la contention aux urgences. Et ça portait sur des hôpitaux d'Île-de-France, et il était clairement affirmé que tout ça n'était pas toujours tracé, et que le consentement n'était pas toujours recueilli, et que voilà, il y a aussi, même dans les hôpitaux, malgré la bienveillance générale des soignants, qui est incontestable, il y a aussi des situations dans lesquelles on estime que le consentement, c'est pas le moment, c'est pas possible, c'est l'urgence, c'est ceci, c'est cela, et voilà, même des soignants quelquefois, évidemment, on ne vient nous voir que pour se plaindre, mais même des soignants viennent à nous se plaindre de ce sujet. On accélère un peu la séquence. Je ne dis pas que c'est général. C'est le pas toujours qui compte peut-être aussi, qui est important, sur lequel il est important d'insister. Une question ici. Bonjour, Anne Lécu, je suis à Fleury-Mérogis. Je fais partie de l'APCEP, l'association des professionnels dont d'autres membres sont à l'Assemblée. Non pas à Fleury, mais beaucoup sur le territoire se plaignent des nouvelles dispositions concernant les escortes, qui sont finalement mutualisées désormais avec les escortes judiciaires, ce qui fait que dans un certain nombre d'endroits, 2 consultations extérieures sur 3 sautent, faute d'escorte disponible. Qu'est-ce que le CGLPL a comme information là-dessus et que peut-il faire ? Et je précise qu'on vous retrouvera cet après-midi, Madame Lécu, pour une autre intervention, une conférence. Alors, les informations que nous avons, c'est les mêmes que les vôtres, puisque c'est de vous qu'on les tient. Donc, si vous voulez, je ne peux pas vous en dire plus que la PSEP n'en sait. Puisqu'on a des relations avec vos représentants nationaux, on vous rencontre en principe pendant les visites, et les informations sur les extractions annulées, c'est vous qui nous les donnez. Donc on en sait ce que vous nous en dites, et on en pense la même chose que vous. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce que peut faire le CGLPL, c'est-à-dire le dire. Mais il va de soi que dans l'administration de la justice, une demande faite par une autorité judiciaire passera toujours devant un besoin de soins. Merci André Ferragne. Il y aura d'autres temps pour les questions, mais il faut qu'on avance. Merci beaucoup à vous pour votre intervention.